Un dossier complet pour le candidat du MPP. L'attente ne demeure plus que pour la validation par le Conseil constitutionnel avant le déroulé de la campagne. Assurance et espoir du président du parti représentant le chef de l'État. Deuxième jour de dépôt des candidatures. La CENI enregistre également celle de Salomon Justin Yamego, candidat indépendant. Immersion au sein de la commission électorale dans un instant. Des élections constitutives d'un danger pour l'unité nationale. Regard et inquiétude d'un groupe de citoyens. Le Conseil constitutionnel saisi sur la constitutionnalité du nouveau code. Face à la presse, ce groupe exprime ses motivations et tire, dit-il, sur la sonnette d'alarme. Détail dans quelques instants. Des chantiers qui avancent bien, constat du ministre de l'administration territoriale dans la cité du Paysan Noir. Nous y ferons un tour en prélude à la commémoration du 11 décembre. Ce sera dans une poignée de minutes. Les maladies cardiovasculaires, on en reparle ce soir. Première cause de mortalité dans le monde. Arrêt dans ce journal sur les facteurs à risque. Nous en parlons également avec le docteur Georges Kinda, cardiologue et invité de ce journal. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, monsieur, bonsoir et toutes nos excuses pour le retard enregistré dans le démarrage de cette édition. C'est aux alentours de 10h ce matin que la CENI enregistrait la candidature du président Kaboré. Elle est déposée par une délégation du MPP conduite par son président Simon Compaoré et d'autres autorités. Militants du MPP et de la majorité étaient de la partie également pour la mobilisation. Le témoignage de Souleymane Sanou et Moumouni Soubega. Il est 10h à la CENI. Et c'est dans une chaude ambiance que le président du MPP, Simon Compaoré, fait son entrée au sein de l'institution. Après un bref échange avec Alassane Balassa Kandé, le président du MPP, accompagné des camarades de l'APMP, dépose officiellement la candidature du Rochmark Christian Kaboré à l'élection présidentielle de novembre 2020. Après une heure de temps passé dans la salle, Simon Compaoré ressort satisfait. Je suis heureux et nous sommes heureux de vous annoncer que il n'y a pas eu de problème. Nos dossiers ont été déposés au grand complet et nous n'avons pas de complément à faire. Nous allons sagement attendre que la commission qui sera mise en place puisse examiner les dossiers. Et que pour ce qui est donc de la présidence du FASO, le Conseil constitutionnel puisse se prononcer en dernier ressort au nom de notre candidat, Rochmark Christian Kaboré, de féliciter le président de la CENI et toute son équipe pour la parfaite organisation. Nous avons vu tout le dispositif qui achève de nous convaincre que la CENI a mis du sien pour que, au 22 novembre, l'ensemble de tous les partis et tous les candidats qui compétissent soit satisfait. Récépissé en mai, le parti majoritaire n'attend plus que la publication officielle de la liste des candidats retenus. Pour ce dépôt de candidature, les militants de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle ont pris d'assaut la CENI tôt le matin. Et après le dépôt, c'est dans une ambiance surchauffée que le président du MPP, Simon Compaoré, quitte la CENI. Le chef de l'État qui, dans une publication, réagit au dépôt de dossier de sa candidature. Je cite, « En dépit des difficultés sans précédent rencontrées, ma candidature est le témoignage de ma conviction qu'ensemble, nous pourrons toujours apporter un plus à la construction d'un Burkina Faso de paix, de progrès, de justice, de liberté et de démocratie. » Salomon Justin Yamego est aussi l'un des conquérants du palais de Kosiam, à se signaler ce jour. Son dossier déposé cet après-midi à la commission électorale est jugé incomplet.
Mais il lui est tout de même délivré un récépissé de dépôt, à l'issue de quoi le candidat indépendant a bien voulu s'exprimer au micro de nos reporters Daouda Ouattara et Mariam Tampoura. Moi-même, je savais que mon dossier ne serait pas déclaré complet parce qu'il y a deux éléments essentiellement qui manquent au niveau de mon dossier. Le premier élément, c'est la question de parrainage. Vous savez que je suis un candidat indépendant et j'ai déclaré depuis longtemps, même par la presse, à des interviews et aussi même dans l'internet et autres, que j'étais contre ce principe du parrainage. La deuxième chose qui manque à mon dossier, c'est les 25 millions. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le versement avant? Moi-même, j'ai dit à plusieurs reprises que nous avons des lois qui sont extrêmement foireuses, parce qu'on a des lois à multi-trous qui permettent toutes sortes de choses. Si vous regardez dans le code et dans les textes qui ont été écrits, il a été dit que celui qui participe à l'élection et qui gagne 10% des voix est remboursé de ces 25 millions. Mais il n'a pas été dit que celui dont le dossier a été rejeté, c'est-à-dire celui qu'on ne permet même pas d'aller aux élections, qu'il récupère ces 25 millions. Et c'est le sieur Aruna Kindo, dit HK, qui est appelé à défendre les convictions du mouvement des intellectuels pour le développement. Le 27 septembre est la date choisie pour son investiture. Le MID, selon ses responsables, est un parti de jeunes qui prône l'implication de la jeunesse pour une nouvelle version de la politique au Burkina. L'investiture avec Paul David Bambara et Ernest Kambiri. Il est dans les starting blocks depuis ce dimanche. Aruna Kindo est le candidat du mouvement des intellectuels pour le développement à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Homme de conviction, selon ses camarades, le candidat du MIT place la jeunesse au centre de sa gouvernance une fois au pouvoir. Combattre les maux tels que la corruption, l'injustice et l'inégalité sociale fait également partie des priorités du candidat. Les statistiques ont prouvé que le pays est constitué majoritairement de jeunes. Cette jeunesse est volontairement écartée de la chose publique. Donc nous avons décidé d'interpeller cette jeunesse pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un autre jeune qui va quitter ailleurs pour venir aménager le Burkina Faso, que ce soit un paradis pour que nous vivons. Pour un développement socio-économique véritable du Burkina Faso, le MID opte pour une politique axée sur la consommation des produits locaux. Nous devons forcément comprendre que si nous mangeons sain, les maladies vont diminuer et nous n'allons pas investir la majorité de nos fonds dans les pharmacies. Le MID, selon ses responsables, est un parti de jeunes qui prône une nouvelle version de la politique au Burkina Faso. Il invite ses militants à se départir du marchandage des voix contre de l'argent et à ne pas être du bétail électoral. La cérémonie d'investiture a connu la présence d'autres partis politiques amis venus accompagner le candidat. Des élections régies dans leur ensemble par le nouveau code électoral. À peine adopté, il se voit contesté par un groupe de citoyens. Le code porterait en lui l'essence de loi d'exclusion, remettant en cause l'intégrité du territoire. Une requête est d'ailleurs introduite au Conseil constitutionnel sur sa constitutionnalité. Ce 29 septembre, les porteurs de l'action étaient face à la presse. Le développement avec Arasmane Zoundi et Sekou Zongo. Ce sont eux qui ont déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de la loi 034 portant Code électoral au Burkina Faso. Ils se font appeler groupe de citoyens et face à la presse, ils expliquent le sens de leur action. Une action qui se fonde sur les nouvelles dispositions du Code électoral adoptées le 25 août dernier, notamment le cas de force majeure. Une disposition nouvelle qui viole l'universalité du suffrage selon les conférenciers. Cette loi a été adoptée non seulement pour permettre à la CENI d'organiser les élections le 22 novembre, en ne respectant pas le suffrage universel, mais aussi d'autoriser le Conseil constitutionnel à valider ces élections, qui seront tenues au suffrage restreint, alors que les circonscriptions électorales restent invariablement le territoire national pour l'élection du président du Faso et pour l'élection des députés de la liste nationale, la province pour l'élection des députés des listes provinciales.
Pourtant, cette loi qui autorise la convocation du code électoral en vue des élections de novembre prochain est bien le résultat d'un consensus né des conclusions du dialogue politique tenu en juillet 2019. Consensus décrié par les conférenciers. Le texte de la CEDEAO dit qu'à 6 mois des élections, on ne peut pas modifier la loi électorale, sauf s'il y a un consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Est-ce que ça a été respecté au Burkina? Nous on dit non, parce que ça a été fait dans le cadre du dialogue politique. Donc la question c'est de dire, et c'est cette question que l'ONA avait posée, est-ce que le dialogue politique suffit à dire que le consentement de la majorité des acteurs est acquis? Ainsi, pour ce groupe, tenir les élections avec le nouveau code électoral, c'est exposer le pays à des situations dommageables. Les dirigeants qui seront élus vont revenir après pour me dire, vous êtes citoyen, participez quand même au développement, vous êtes burkinabé, participez au développement de la nation. Vous voyez, ça pose un problème. Ça créera dans la mentalité des frustrations entre citoyens. Et vous ne serez pas étonné que certains citoyens ne sentiront plus ce patriotisme en eux. Le recours de ce groupe de citoyens auprès du Conseil constitutionnel a été déposé le 16 septembre dernier. Et à en croire le porte-parole des conférenciers, ils iront au bout de leur logique, à savoir faire dire le droit sur la constitutionnalité de la loi 034 portant code électoral au Burkina Faso. Pour cette période électorale qui se veut sensible, le Conseil supérieur de la communication prépare les acteurs clés aux attitudes qui conviennent. Opposition, majorité et communicateurs parlent depuis ce matin de la régulation du discours politique médiatisé. Un séminaire pour une relecture du code de bonne conduite, engagement formel des politiques à œuvrer pour une élection apaisée. La relecture sera d'ailleurs sanctionnée par une signature du dit code. Roger K. Medraman Guéné. Acteurs politiques, organisations de la société civile, patrons de médias autour du Conseil supérieur de la communication. C'est un séminaire pour réguler les discours politiques pendant la campagne électorale. Les travaux vont aboutir à l'adoption d'un pacte d'honneur et de bonne conduite pour éviter des propos incendiaires pendant la campagne électorale. Ces élections se tiennent dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Cette crise sécuritaire a fragilisé le tissu social burkinabé. Il ne faudrait pas qu'à travers le discours politique, nous envenimions la situation et que nous divisions davantage nos communautés. C'est là l'importance de la gestion du discours politique et c'est pour ça que le pacte a été revu et corrigé et le pacte fera l'objet d'un débat entre les acteurs pour sortir un document qui puisse servir effectivement à consolider l'unité nationale. Le pacte prévient des propos discourtois des acteurs politiques, mais si cela arrivait, que ce soit d'office censuré par les hommes des médias. Ne laissez diffuser aucun discours polémique. Politique, organisation de la société civile et journalistes, la responsabilité est alors engagée. De façon générale, les conseils se sont adressés donc aux 3 acteurs concernés. Les acteurs politiques, y compris les organisations de la société civile et également aux médias. Il a été demandé d'éviter tout discours qu'on appelle les discours de haine, tout discours pouvant discriminer, tout discours pouvant attenter à la cohésion sociale, à l'unité nationale. C'est un pacte d'honneur qui sera adopté et signé de tous, sans aucune valeur coercitive, mais moralement contraignant. Il est opposable aussi bien aux acteurs politiques qu'à leurs militants et sympathisants. Rencontre État, secteur privé, les portes se sont refermées sur la 3e édition. 48 heures ont permis aux différentes parties d'élaborer une feuille de route qui devrait permettre de relever les défis de l'heure pour le secteur. Et c'est à l'épreuve de la pratique que leur pertinence sera évaluée. Hassan Gourabou et Ali Traoré. Au terme de 2 jours de travaux, le secteur privé a fait plusieurs recommandations. Des recommandations qui, une fois appliquées, permettront à ce secteur de bénéficier des avantages de la commande publique. Élaborer une mercuriale des prix adaptée aux réalités économiques de chaque région, rendre effectif
effective la déconcentration des services relatifs à la commande publique dans la POC, simplifier les formalités relatives et instituer un quota des marchés publics en faveur des micro et petites entreprises. 2. Respecter les délais de traitement de paiement des factures après exécution des marchés publics. À ces recommandations, le gouvernement a apporté des réponses. Accès des artisans à la commande publique. Des efforts ont été faits en collaboration avec l'autorité de régulation de la commande publique. 2. Signature de l'accord cadre entre le gouvernement et la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. Le gouvernement accorde un intérêt particulier à l'accès des artisans à la commande publique au regard de la part contributive de ce secteur à l'économie nationale et de sa propension à créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Satisfaction de la part de ces acteurs du monde des affaires au regard des réponses apportées. Une satisfaction partagée par le Premier ministre qui a loué l'esprit de cette rencontre. Aujourd'hui, la préoccupation du gouvernement, c'est de faire en sorte que notre secteur privé soit un secteur privé qui se développe dans la bonne direction, qui a les moyens de pouvoir s'affirmer sur le plan national et sur le plan international. Et pour cela, nous avons considéré que la commande publique est un levier important. Parce que c'est à travers les commandes publiques, ou si vous voulez, l'investissement public, que nous réalisons, nous consolidons le processus de développement de notre pays. Consolider le processus de développement, c'est l'ambition affichée par tous les acteurs à cette 3e édition de la rencontre nationale État-secteur privé. Rendez-vous est pris sur le terrain pour voir la concrétisation des engagements pris. Et en marge de l'activité, innovateurs et artisans ont exposé un échantillon de leur savoir-faire, un talent qui s'exprime dans le domaine de la transformation des matières premières locales, des expositions visitées par le Premier ministre et sa délégation. Les meilleurs, justement, ont vu leurs efforts récompensés à la Nuit du mérite de l'industrie, une première qui a mis en lumière 3 entreprises. Et le mérite est revenu à la filature du Sahel qui remporte les talons d'or. L'ambiance comme si vous y étiez avec Mané Kahien et Karim Assissé. Une nuit du mérite pour magnifier l'industrie burkinabé. L'initiative est du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Les entreprises qui se sont illustrées dans la transformation des produits locaux sont primées. La société Anatrans, spécialisée dans la transformation de l'anacarde, reçoit le 3e prix. L'étalon d'argent revient à la SNSTEC qui évolue dans la transformation des graines de coton en huile. La filature du Sahel, FILSA, décroche l'étalon d'or. Nous allons toujours faire de notre mieux pour aller toujours devant. Comme je l'ai dit, actuellement nous sommes toujours en phase d'extraction. Nous allons chercher toujours le meilleur. On va augmenter nos capacités de production bientôt. À cette première édition de la Nuit du Mérite, un hommage est rendu aux pionniers du secteur industriel. Ceux-là même qui ont jeté les jalons de l'industrie au Burkina. C'est d'honorer également les dévanciers qui ont quand même été là quand, dans les moments difficiles, les industries qui ont été résilientes, qui ont résisté donc à cette libéralisation. Et je crois que je peux penser que c'est un départ pour la nouvelle politique industrielle de notre pays. À travers cette initiative, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat veut créer de l'émulation dans le domaine de l'industrie. L'objectif étant d'encourager les entreprises burkinabées à s'investir davantage dans la transformation des matières premières locales. Depuis donc la politique sectorielle transformation industrielle ETIA, nous avons suffisamment donc d'ingrédients aujourd'hui pour espérer mettre en œuvre la stratégie nationale d'industrialisation pour qu'à l'horizon 2023, nous ayons transformé 25% de nos matières premières et de pouvoir se déclarer parmi les nations industrialisées. Cette nuit du mérite est le clou de la 3e édition de la semaine de l'industrie burkinabé. Rendez-vous en 2021 pour la 4e édition.
À Banfora, dans la Comoé, le ministre en charge de l'administration territoriale se dit satisfait de l'évolution des chantiers du 11 décembre. Présent dans la cité du paysan noir pour un conseil d'administration, il met son séjour à profit pour une visite à terrain. Constat avec Kassoum Milogo et Ali Traoré. C'est un véritable marathon pour le ministre en charge de l'administration territoriale. Simeon Sawadou est venu s'assurer de l'état d'avancement des travaux. De la place de la Nation en passant par le tronçon Kirbina-Tiekouna, long de 2,8 km, des différentes cités jusqu'à l'heure du défilé, les travaux sont à un niveau acceptable. Tout ça sera stabilisé. Donc ça veut dire que vous allez les installer ici, les câblés à partir de... Voilà. Des explications qui ont convaincu Simeon Sawadogo pour qui la priorité doit être accordée aux infrastructures qui seront utilisées pendant les festivités comme l'aire du défilé et le stade régional. Les festivités donc, sont accompagnées par un certain nombre d'infrastructures que nous commençons. Et nous avons la possibilité de les terminer, mais nous avons aussi la possibilité de les terminer après les festivités. Il ne faut pas que les gens là disent non, on n'a pas pu terminer. Non, non, non. Nous avons continué à travailler à Manga. Nous avons continué à travailler à Tenkorogo. En plus de cette visite, le ministre Simeon Sawadogo tient ici une rencontre avec les présidents des différents comités. Nous allons faire la conférence inaugurale le 17 octobre, donc à Banfora ici, pour la coupe. La coupe va être lancée également pratiquement dans la même semaine. Le ministre Simeon Sawadogo a mis également son séjour à profit dans la cité du paysan noir pour lancer le CASEM de son département. Autre titre de l'actualité, les maladies cardiovasculaires et les facteurs à risque. À l'occasion de la journée mondiale de prévention, la Société de cardiologie met l'accent sur cette première cause de mortalité dans le monde. Elle entend renforcer les connaissances des pratiques des populations sur les facteurs à risque avec un accent particulier sur l'hypertension artérielle. Urbain Benito Somé et Aimé Solange Guigma. Jean Nikiema devant son cardiologue au CHU de Yalgdo pour un contrôle. Souffrant de l'hypertension artérielle suite à un accident de circulation, il a connu des complications qui lui ont valu un séjour de 19 jours à l'hôpital. Dès lors, Jean Nikiema se fait suivre régulièrement, même si la facture, à l'en croire, est bien salée. La consultation, il faut payer. Si on te donne un bulletin d'aller faire un examen, alors c'est plus dangereux. On ne parle pas de la pharmacie. La pharmacie, vraiment, c'est plus de 90% cher. Son cas n'est pas isolé. Le service de cardiologie du CHU de Yalgdo enregistre en moyenne 60 consultations liées aux maladies cardiovasculaires par jour. Ces maladies étant un ensemble de facteurs qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins ou les deux à la fois. C'est l'hypertension artérielle. Et le deuxième facteur de risque modifiable le plus important, c'est la consommation de tabac. Il y a le diabète également, il y a l'obésité, la sédentarité, la prise exagérée d'alcool, la consommation exagérée de sucre et de sel. Les maladies cardiovasculaires, première cause de décès dans le monde, tuent 17,9 millions de personnes par an. Au Burkina, elle constitue une des 3 premières causes d'évacuation sanitaire. Les complications liées à l'hypertension artérielle, c'est l'infarctus du myocarde, encore appelé crise cardiaque. C'est l'urgence extrême en cardiologie. Il y a aussi l'insuffisance cardiaque. Il y a d'autres complications au niveau des vaisseaux, les pieds qui fourmillent parce que le sang n'arrive plus bien, les pieds qui grattent, et parfois malheureusement les pieds qui deviennent noirs et puis on est obligé de les couper parce que le pied n'est plus viable. Des maux de tête inhabituels peuvent parfois donner l'alerte. Également des douleurs à la poitrine pouvant s'accompagner de sensations de serrement, de malaise sont entre autres les signes avant-coureurs. Mais le meilleur moyen de savoir, c'est de contrôler la tension artérielle. Demandons aux gens qui ont 30 ans et plus d'aller le plus souvent prendre leur tension artérielle
que ce soit en pharmacie, que ce soit dans le CSPS d'à côté ou dans un centre médical de plus haut niveau. En tout cas, il faut contrôler sa tension artérielle. Très simple, nous conseillons aux gens de pratiquer une activité physique sportive régulière. La palpation du pouls, la position latérale de sécurité, la libération des voies respiratoires et le massage cardiaque sont des gestes qui peuvent sauver en cas de complications. Rendez-vous donc à la Maison du Peuple du 28 au 30 septembre pour apprendre à mieux les exécuter. Voilà, et relativement à cette actualité, comme annoncé en titre, nous recevons le docteur Georges Kinda, il est médecin cardiologue. Bonsoir docteur. Bonsoir. Voilà, nous parlons ce soir des maladies cardiovasculaires, notamment dans le volet prévention. Déjà, on se rend compte que c'est une maladie qui prend vraiment de l'ampleur et comme on l'a dit dans le reportage, c'est l'une des 3 causes de mortalité au Burkina. Qu'est-ce qui peut expliquer cela justement? Merci. Il faut se dire que depuis 1999, l'Organisation mondiale de la santé a institué le 29 septembre comme journée mondiale de la santé. À cette occasion, la Société de cardiologie du Burkina, qui est notre société savante, a pris l'opportunité de célébrer 2 événements. Cette journée, qui est la journée mondiale, mais également notre 20e anniversaire de naissance de la Société de cardiologie du Burkina. Parce que nous savons que les maladies cardiovasculaires c'est la première cause de mortalité actuellement dans le monde. Et ces maladies cardiovasculaires surviennent dans un contexte et par un certain nombre de facteurs. Les facteurs, c'est l'hypertension artérielle, la première cause, ou le premier facteur dans lequel survient les maladies cardiovasculaires. Cette hypertension artérielle touche 25 à 30% de la population adulte au Burkina Faso. L'obésité, 22% de la population adulte et citadine au Burkina Faso. Tabagisme, 17%. Nous voyons qu'il y a un certain nombre de facteurs. Et puis, on sait que dans les services d'hospitalisation, les causes les plus fréquentes, c'est l'insuffisance cardiaque, comme le professeur Yamigo vient de le dire, l'infarctus du myocarde que nous appelons crise cardiaque. C'est la 2e cause d'évacuation sanitaire au Burkina Faso. Et la prise en charge est tellement lourde qu'il grève les budgets des familles, mais grève aussi les budgets du ministère de la Santé. Ouais. Alors, on a remarqué également que la frange jeune est de plus en plus touchée. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, je m'en voudrais d'ailleurs, parce qu'en réalité, je suis cardio-pédiatre, je m'en voudrais de parler d'une population en général sans parler de ses enfants. En réalité, les enfants ont le même style de vie que leurs parents. Trop de sel, trop de sucre, trop de gras. Ce n'est pas mauvais pour les enfants, à condition qu'ils restent actifs. Mais vous savez très bien que nous avons modifié non seulement notre style de vie, mais surtout le style de vie des enfants en les clouant au lit, au sol, par des écrans de télévision, écrans vidéo, des jeux vidéo, des tablettes. Évidemment, donc, en dehors même des maladies cardiovasculaires, ce sont les cardiopathies congénitales. Le déficit immunitaire avec une plus grande sensibilité au rhumatisme articulaire aigu et à ses conséquences, ces mêmes enfants-là entrent plutôt précocement dans les maladies cardiovasculaires comme leurs parents. Et effectivement, on constate de nos jours qu'il y a des maladies qui surviennent à un âge plus jeune, telles que l'infarctus du myocarde, telles que les thromboses et les embolies. Alors, docteur, il est un petit peu difficile de pouvoir jauger les quantités pour ce qui concerne les facteurs alimentaires dont vous avez parlé. Et tout le monde ne peut pas se payer, par exemple, le luxe, je le dirais ainsi, d'un nutritionniste. Oui, mais il y a quand même quelque chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est vrai que c'est difficile à évaluer, mais au moins chacun connaît ce qu'il mange. Nous disons savoir manger peu gras, peu sucré, peu salé. Tout le monde peut évaluer ce qu'il mange par rapport à ce qu'il devrait diminuer. Si vous avez mangé peu gras, peu sucré, peu salé, plus de poisson que de viande rouge, ou a fortiori et de la volaille. Mais la volaille, ce n'est pas ce qui manque au Burkina Faso. Ensuite, moins d'alcool, sinon pas d'alcool.
Et ce qui est quand même favorable pour nous, et on en connaît, ça existe, ce sont les fruits. Fruits et légumes, là, c'est consommé à volonté. Et puis, si on a emmagasiné quand même toute cette énergie-là, il faut savoir l'évacuer. Évacuer l'énergie, trouver moyen pour bouger. Bouger et bouger encore. D'accord. Alors, on va également parler des bons réflexes à intégrer pour éviter ces maladies ou encore pouvoir les détecter à temps. Oui, le bon réflexe, c'est savoir d'abord aller, à chaque fois qu'on a l'opportunité d'être en contact avec un service de santé, c'est prendre sa tension artérielle. Vous savez très bien que même si on a un palu ou un panari, quand on se présente devant un service de santé, le premier réflexe de l'infirmier, c'est prendre la tension qui, a priori, n'a rien à voir avec une maladie cardiovasculaire. Mais prendre sa tension artérielle, déjà, on sait que l'arbre peut cacher la forêt. Tout à fait. Bien. Allez-y, docteur, si vous n'avez pas fini. Ensuite, prendre sa tension artérielle de temps en temps, au moins une fois par an, être en contact avec un service de santé où on va vous faire une prise de sang, prise d'urine. Est-ce que vous n'avez pas de diabète? Est-ce que le rein fonctionne bien? C'est les premiers gestes pour pouvoir quand même être en contact, savoir si on est en bonne santé cardiovasculaire. D'accord. Alors, on va également parler des activités de votre structure. Qu'est-ce que vous avez prévu de façon concrète pour marquer cette journée? Cette journée, c'est le 29 septembre qui est la journée mondiale du cœur. Mais compte tenu du fait que c'est notre 20e anniversaire, nous avons commencé plutôt depuis le dimanche 27, dimanche 27 septembre, en organisant des activités. Ce sont des activités, par exemple, comment sauver une vie à Mieni. Tout le monde sait comment le faire. Et puis si vous étiez passé peut-être à la maison du peuple, on vous dirait comment, de façon pratique, sauver une vie à Mieni. C'est contrôler son taux de cholestérol, c'est contrôler sa glycémie. C'est quand vous êtes maintenant sujet d'une maladie cardiovasculaire, telle que l'hypertension artérielle, c'est savoir que ce sont des maladies chroniques. Ces maladies chroniques-là, il faut d'abord les accepter. Les accepter permet d'être résilient. Résilient au conseil, résilient au suivi, résilient à la prise des médicaments. D'accord. Alors, merci docteur. L'entretien est très instructif. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle qu'avec vous, il a été question de la Journée mondiale de prévention des maladies cardiovasculaires et des facteurs à risque. Suite de cette édition, il est question de gratuité des soins et d'accès aux services de planification familiale. La mesure expérimentée dans 2 régions du pays s'étend à l'échelle nationale. Son lancement à Banfora est effectif depuis ce 26 septembre avec l'épouse du chef de l'État, une mesure qui permet de réduire la mortalité infantile et néonatale. Détail avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Kadou Romen Aki. Après une phase pilote dans les régions du centre-ouest et des Cascades, l'accès gratuit aux soins et services de planification familiale est lancé à l'échelle nationale. Objectif visé, l'atteinte de la transition démographique au Burkina Faso. Il faut bien sûr voir quelle stratégie mettre en œuvre pour permettre aux familles de contrôler leur naissance, de choisir le nombre d'enfants, ce qui a pour but de réduire la mortalité maternelle, de réduire la mortalité infantile. Et qui mieux qu'une femme œuvrant pour le bien-être de l'autre moitié du ciel pour présider une telle cérémonie? Madame Sika Kabouri plaide ici pour une implication de tous les acteurs afin d'atteindre les résultats escomptés. Je vous exhorte ainsi à être des acteurs clés de votre bien-être et du bien-être collectif, en vous investissant efficacement dans la promotion des pratiques contraceptives modernes. Je lance un appel pressant, particulièrement à tous les hommes, à tous les leaders d'opinion, à nos autorités coutumières, dans toutes les régions du Burkina Faso, afin qu'ils renforcent leur implication effective dans la promotion de la planification familiale. Le gouvernement burkinabé peut compter sur le soutien de ses partenaires techniques et financiers, des partenaires qui s'engagent à poursuivre la collaboration afin que l'objectif zéro demande non satisfaite au service de planification familiale soit une réalité d'ici à 2030.
Des acteurs engagés pour une relance du système éducatif, ils trouvent des solutions pour plus d'efficacité dans un contexte soumis aux crises. C'est à travers un forum citoyen organisé du 24 au 26 septembre à Ouagadougou. Le compte-rendu est signé César Crafo et Vincent Tiendrebureau. 5e édition du FOCAP, le Forum citoyen des acteurs et partenaires de l'éducation. Cette année, les débats se focalisent sur les problématiques du système éducatif burkinabé à l'état actuel. Quelle contribution pour une relance du système dans un contexte de fronde sociale? Les forumistes mènent la réflexion. Cette année scolaire et académique 2020-2021, nous attendons la contribution de l'ensemble des acteurs et partenaires de l'éducation pour l'édification d'un système éducatif burkinabé de qualité, inclusif pour tous. À voir ce que les autorités sont en train de faire depuis un certain moment, en tant qu'observateurs de la scène du secteur de l'éducation, ils ont besoin d'un coup de main, tout comme chacun des acteurs, chacune des catégories d'acteurs a besoin d'un coup de main. Et on note aussi que les autres acteurs qui sont syndicaux aussi ont des préoccupations qui ont besoin d'être prises en compte. À cette occasion, le FOCAP présente sa nouvelle identité visuelle, un nouveau logo pour mieux traduire sa vocation et sa raison d'être, réinventer l'éducation et construire l'avenir. La qualité des infrastructures scolaires, les agressions des personnels enseignants et les abandons des élèves, autant de faits qui mettent à rude épreuve le système éducatif burkinabé. Actualité hors de chez nous, le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni ce mardi soir. Sujet à l'ordre du jour, la situation dans le Haut-Karabakh après 2 jours d'affrontements les plus meurtriers depuis 2016 entre forces azerbaïdjanaises et séparatistes arméniens. 95 morts sont dénombrés. Face à la flambée de violences meurtrières qui secoue la région séparatiste du Haut-Karabakh, plusieurs pays européens ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La réunion doit se tenir à huis clos ce mardi à 23h, heure de Paris. Selon des diplomates, une déclaration pourrait être publiée à l'issue de la réunion par le Conseil de sécurité ou alors par les membres européens de l'instance s'il n'y a pas de consensus avec les autres partenaires. Le secrétaire général a déclaré qu'il était extrêmement préoccupé par la reprise des hostilités le long de la ligne de contact dans la zone de conflit du Haut-Karabakh. Il a condamné l'usage de la violence et regretté les pertes en vie humaine et le tribut payé par la population civile. Depuis ce week-end, les forces de l'enclave séparatiste du Haut-Karabakh, soutenues politiquement, militairement et économiquement par l'Arménie, s'affrontent avec celles de l'Azerbaïdjan. Les combats qui se sont poursuivis ce lundi ont déjà fait au moins 95 morts, dont 11 civils. Ces combats sont les plus meurtriers depuis 2016. La communauté internationale craint une guerre d'envergure entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où Ankara et Moscou sont en concurrence. L'Azerbaïdjan, pays turcophone à majorité chiite, réclame le retour sous son contrôle du Haut-Karabakh. Cette province montagneuse, peuplée majoritairement d'Arméniens chrétiens, a fait sécession en 1991, mais n'a pas été reconnue par la communauté internationale. C'est avec cette actualité que nous refermons l'édition du jour. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain Dieu voulant. Bonsoir.